confession d'abord, je n'ai jamais utilisé le concept d'imaginaire social et je ne pense pas le faire de toute façon à l'avenir. Ce qui me qualifie pour venir au moins parler brièvement de quelque chose qui manifestement va être assez décalé par rapport au reste du colloque, dans la mesure où, évidemment, une source de concept d'imaginaire social, c'est peut-être un petit peu audacieux, mais je vous soumettrai cette hypothèse que l'inventeur du concept d'imaginaire social n'est pas Castoriadis ou d'autres personnes très contemporaines, mais Blaise Pascal. Donc il va falloir remonter un petit peu dans le temps et remonter surtout à son écriture que vous voyez derrière moi. Et nous allons, nous avons eu une très bel exemple de micro-histoire appliquée. Je vais faire une sorte de micro-archive, si vous me permettez. Donc on va juste parler de ce petit truc là derrière moi, cette page griffonnée par Blaise Pascal. Probablement, d'après la rame de papier, on peut présumer qu'il a écrit ça vers 1657 ou 1658. Alors, on a reconstitué toutes les rames de papier avec les filigranes pour essayer de dater les fragments. Donc, je peux vous l'expliciter. Ah, vous voyez, il a disparu. Je suis un spécialiste de la disparition. Donc je vous l'ai mis un peu en gros plan le début, que vous pouvez aisément déchiffrer, bien sûr. Il avait commencé en écrivant ceux qui attachent le respect des uns envers les autres, etc. Et puis il barre après ceux pour mettre les cordes. Les cordes qui attachent le respect des uns envers les autres sont en général des cordes de nécessité. C'est la première phrase. Et vous voyez la fin du fragment avec une sorte de petit trait que vous discernez ici, et puis un petit ajout de 3 lignes sur lequel je vais revenir très très brièvement tout à l'heure. Alors j'ai pitié de vous et je vous donne la transcription tout de suite, dans la mesure que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de paléographes spécialistes de Pascal dans la salle, ça sera vraiment plus facile. Donc voilà la première grande partie avant le petit trait. Avec quelques variantes que j'ai gardées, qui étaient raturées. Tout ce que je vais faire, c'est essayer de commenter ce petit passage pour voir en quoi il pourrait nous donner quelques indices sur une certaine conception à laquelle nous en sommes venus apparemment de l'imaginaire social. Il me semble, d'après ce qui s'est dégagé plusieurs reprises des travaux qui ont jusqu'ici eu lieu, ou des choses que j'avais pu lire avant sur l'imaginaire social, qu'il y a une certaine conception de l'imaginaire social comme quelque chose de... si on le disait d'une manière un peu philosophante, on dirait les conditions de possibilité, si je prends un registre un peu kantien, conditions de possibilité du sensible, du percevable, de l'appréhendable et du pensable. Tout ce qui sert en fait comme image, discours, texte, mots, concept, personnages, etc., à nous permettre de donner apparemment non seulement du sens, mais de peut-être cadrer nos expériences, leur donner peut-être aussi une certaine cohérence avec d'autres formes d'expérience, et ainsi de suite. Alors si on le pense comme ça, cet imaginaire social, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est essayer de voir quelles sont les conditions de possibilité pour que quelque chose comme l'imaginaire social entendu comme condition de possibilité etc., est possible. Donc essayer d'avoir une sorte de deuxième degré, et Pascal pourrait nous être utile là-dessus. Alors pourquoi ? Bien parce que vous voyez que ce petit passage de Pascal, surtout à partir du deuxième paragraphe, est une fable sur l'origine du lien social. Donc la question fondamentale qu'il pose ici, c'est comment les hommes sont attachés les uns aux autres, à la fois très littéralement, mais en même temps avec manifestement des types d'expériences, voire des codages, des normes éventuellement, et comment ces attachements peuvent avoir lieu, et quel type d'attachement et comment ça peut se former, ce type-là d'attachement ou de lien.
côté un peu mystérieux, que nous avons déjà vu avec la notion d'imaginaire social parfois. Ce qu'il souligne donc, c'est en fait tout simplement, il part d'un seul principe. Tous les hommes veulent dominer. Donc c'est le désir de domination qui structure ce qu'on appelle un être humain. Rien d'autre. Et il n'a besoin de rien d'autre. À mesure où, à partir de là, tous les hommes voulant dominer, il va essayer de suivre le fil logique, à un certain niveau, on pourrait presque dire mécanique, de ce qui devrait découler de cela. Si tous les hommes veulent dominer, évidemment, on entre dans des rapports de force. Si on est dans des rapports de force, on se bat. Si on se bat, il y a un vainqueur et un vaincu. Et ici, vous notez quand même qu'il y a un glissement de la plus forte partie au parti dominant. Et par cette petite paronomase, on arrive à saisir que la domination s'incarne. La notion d'incarnation est venue souvent dans ce colloque à d'autres titres, mais il me semble intéressant. Elle s'incarne dans ce qu'on peut appeler une institution. Au passage, on peut en tirer une petite définition de ce que c'est qu'une institution. Une institution, c'est une force qui s'est donné une forme. Donc là, on a des forces. Une force domine sur les autres forces. Cette force, évidemment, elle veut continuer à être forte, mais comme vous le savez très bien, et moi qui suis de plus en plus vieux, je peux vous le certifier, les forces s'usent. Donc le propre d'une force, c'est évidemment d'essayer d'être toujours la plus forte, mais elle y arrive rarement. Et comme le dit Pascal, c'est là où l'imagination commence à jouer son rôle. Précisément pour ne plus avoir à exercer sa force, puisqu'on sait très bien que de toute façon, à un moment, on va être vaincu, la meilleure façon, c'est de changer de terrain. Et au lieu de jouer de l'haltérophilie, on va prendre un colloque sur l'imaginaire social et pouvoir comme ça délirer un petit peu à partir de mots et de textes, au lieu de devoir se coltiner de la fonte et des adversaires. C'est exactement ce qu'il essaye de dire. L'imagination, elle arrive précisément à ce moment qui permet disons, d'auto-instituer les institutions qui vont permettre d'attacher les êtres les uns avec les autres. Et ce moment d'auto-institution, vous voyez l'allusion à Castoriadis, ce moment d'auto-institution, il est généré de manière tout à fait automatique. Il n'y a pas besoin, comme chez Hobbes par exemple, contemporain de Pascal, de passer par une forme de rationalité, de calcul, de ceci ou de cela. Il n'y a aucune rationalité ici. On est juste dans des rapports de force et dans des rapports d'imagination. C'est tout. La raison, elle arrive après. Donc, l'imagination joue son rôle et elle va prendre des formes évidemment différentes, des formes concrètes d'expérience. Tantôt, pour ce qui est de l'État, l'institution étatique, elle va, comme il le dit, prendre un tour plutôt monarchique, un autre plutôt apparemment démocratique ou républicain, etc. Mais l'essentiel, c'est de se tenir à cette idée fondamentale par laquelle il termine, pour faire boucle avec son point de départ. Ces cordes qui attachent donc le respect à tel et tel en particulier sont des cordes d'imagination. Donc vous voyez comment l'imagination, évidemment le terme d'imaginaire n'apparaît pas, mais vous avez tous les éléments qui me semblent constituer précisément ce que nous entendons, nous avons essayé d'entendre sous ce concept d'imaginaire, une tournure passant par des formes discursives, iconiques, etc., qui permet de déplacer le terrain des jeux de force, tout en le conservant, bien sûr, ce qui permet de garder en tête que l'imaginaire social recouvre des rapports de force, ou est impliqué dans des rapports de force et des rapports de pouvoir. Donc il y a un enjeu évidemment politique dans l'usage, me semble-t-il. En tout cas, il devrait y avoir un enjeu politique dans l'usage de cette notion d'imaginaire social. Le petit
fragment supplémentaire qu'il semble ajouter un peu après coup, sous le trait, dit ceci. Ces grands efforts d'esprit où l'âme touche quelquefois sont choses où elle ne se tient pas, elle y saute seulement, non comme sur le trône, mais pour toujours, mais pour un instant seulement. Alors, ça fait partie de ces fragments un peu énigmatiques que Pascal a la manie de produire, mais par ailleurs, on peut saisir que ce qu'il a en tête ici manifestement, c'est la question de la grâce. Les grands efforts d'esprit, c'est la grâce, qui est la grâce de Dieu dans laquelle évidemment les êtres humains ne peuvent jamais être certains de se tenir pour toujours, mais ils peuvent avoir la chance, si elle leur est donnée, d'y atteindre un petit peu, quelquefois. Donc, opposition entre ce régime d'auto-institution de l'État, dont vous voyez bien qu'il se situe sur un plan totalement immanent. Ce n'est pas Dieu qui dit comment va être la société, ou qui dit comment les êtres vont être attachés les uns aux autres. Il ne dit rien du tout, Dieu. Désir de domination, et puis après, tout le reste coule. Donc on est dans un pur plan d'immanence. Mais la transcendance n'est pas absente, évidemment, vous pouvez vous en douter, dans un texte qui est quand même censé être une apologétique de la religion chrétienne, et donc Dieu se tient caché quelque part, et là il se tient caché sous le trait. Et sous ce trait, donc, la question de la grâce surgit, dont vous voyez qu'elle s'oppose presque terme à terme à ce qui vient d'être dit, du rapport de force et des tours d'imagination nécessaires pour faire en sorte que la force dure sans avoir à s'exercer comme telle. Le trait ici, la plupart des éditeurs l'ont conçu comme un trait de séparation entre deux fragments qui n'ont pas l'air d'avoir quoi que ce soit à voir l'un avec l'autre. Bon, on vient de voir qu'il y a quand même un rapport de déplacement, voire d'opposition, mais je pense qu'il faut plutôt concevoir ce trait comme un trait d'union. Vous connaissez la catégorie certains aiment bien utiliser de théologico-politique, ici, avec un trait d'union entre les deux. Ici, on a plutôt un politico-théologique. On passe du politique, on arrive justement au transcendant, mais ça suit le mouvement de l'apologétique tel que Pascal essaye de la concevoir de manière tout à fait originale. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est quelques petites choses à partir de là. La première chose, c'est que cette pensée, je ne peux pas prendre le temps de faire un historique de l'édition des pensées, mais vous savez sans doute que c'est un texte posthume, que le manuscrit que nous avons est justement resté à l'état de manuscrit, et que les éditeurs de Pascal, les amis, les proches, Antoine Arnaud, Pierre Nicole, et puis la famille de Pascal, se sont arrangés pour éditer au moins une partie. Parfois réarrangé, parfois réécrit, mais en tout cas une majeure partie des textes qui sont restés. Dans la première édition, donc de 1670, le fragment que je viens de vous lire n'apparaît pas, sauf la petite partie, les trois dernières lignes sur la grâce. On peut comprendre sans doute pourquoi. Cette fable du politique, sur un plan purement immanent, essayant de penser les êtres humains comme de purs rapports de force, d'un point de vue purement de l'orthodoxie catholique, c'est pas très catholique. Même si on peut très bien la récupérer et voir l'enjeu sous-jacent, c'est pas du tout pour rien qu'il écrit ça. Mais donc c'est problématique, donc on supprime. En fait, ça ne va apparaître que dans l'édition de Bossu de 1779, donc, presque plus d'un siècle après. Je vous ai mis le début là, au niveau de la flèche, mais de manière fragmentaire. Et en fait, le Bossu saute complètement tout le passage sur la fable de l'origine du politique. Donc il garde juste le début et la fin. Ça ne sera pris finalement qu'en 1852 chez Havet, mais là encore en séparant les deux parties. Et il va falloir attendre les éditions de Strovsky de 1931, de Tourneur dans la grande édition dite paléographique de Tourneur en 1942, pour que les deux soient unis sur la même page. Mais même la FUMA, qui est le grand éditeur qui fait autorité pendant longtemps, va de nouveau séparer les deux pensées, 828 et 829, comme si c'était différent. Et il faut attendre vraiment, en fait, les années 70
pour avoir dans les éditions de Le Guern et Sellier la reprise de fragments tels qu'on l'a vu dans la page originelle que nous avons écrite. Désolé de ces détails très philologiques et un peu minuscules, mais ils ne sont pas inintéressants. D'abord parce qu'une histoire d'un texte est toujours une histoire de ses éditions, que l'histoire d'un texte est aussi l'histoire et surtout l'histoire de sa transmission, et que penser que nous avons un rapport neutre à un texte parce que nous l'avons sur une page écrite devant nous est une pure illusion. Donc autant s'en savoir le plus possible sur la façon par où ce texte a pu arriver jusqu'à nous. Mais il est aussi intéressant, je dirais, cette succession d'éditions dont vous voyez le caractère très problématique par rapport à ce fragment-là, il y en a d'autres bien sûr, mais celui-là en particulier, me semble assez symptomatique justement de ce qu'on pourrait essayer de décrire sur une longue durée, comme vous le voyez, comme des séries de conditions de possibilités pour arriver à rendre appréhendable et pensable le texte que Pascal a donné. Donc Pascal, inventeur du concept d'imaginaire social, bon, c'est un peu une boutade, mais en même temps, on voit qu'il y a toute une série de résistances historiques à pouvoir le lire de la façon dont je l'ai lu, je vais proposer de le lire ici et maintenant, comme une sorte de lieu de production de cet imaginaire social et comment il peut être conçu. Cela dit, on pourrait avoir le sentiment que cet imaginaire social ne ferait que voiler des rapports de force, donc ressortirait plutôt de ce qu'on appelait autrefois idéologie. Ce serait une erreur, dans la mesure où on voit que la puissance d'auto-institution et le passage par l'imagination ont aussi des vertus positives, et en particulier parce que, si vous faites attention à la lettre même du texte de Pascal, ce qu'il nous propose, c'est une expérience imaginaire. Figurons-nous donc que nous les voyons commencer à se battre, il est sans doute que, etc. Autrement dit, le rapport à l'imagination n'est pas extérieur au texte, il est inclus dans le texte. La façon par où Pascal décrit le travail de l'imagination est aussi la façon par où Pascal se sert de l'imagination pour nous faire concevoir le travail de l'imagination et de son rapport à la force. Donc c'est dans ce petit tourniquet-là qu'on voit le caractère productif de l'imaginaire au meilleur sens du terme, dans la mesure où il nous permet de penser. Non pas donc de voiler des rapports de force, mais de penser ces rapports de force et des rapports sociaux. Ultime chose sur laquelle j'aimerais finir. Attaché, et on a vu que, si vous vous souvenez, la dernière phrase, hein, or c'est lien, avait-il commencé à écrire, et puis il a rayé lien et il a mis corde. Et c'est probablement là qu'il met corde à la toute fin, au tout début, pardon. Il corrige son texte en arrivant pratiquement à la fin de son texte, il se dit, ah bah non, tiens, corde, c'est mieux que lien. C'est un hapax. Lien est la façon, je vous ai donné le dictionnaire universel de Furtière, lien est la façon dont on conçoit habituellement justement cette forme d'attachement d'ordre social et politique. Il y a d'autres termes, fer, menotte, chaîne, donc vous voyez le côté un peu pénible a priori. Lien est un peu plus neutre, mais il prend corde. Alors ce qui est intéressant, c'est que, je vous ai parlé des éditeurs de Pascal, Pierre Nicole était l'un d'eux. Ils ont donc sucré le passage sur justement la fable du politique et les cordes d'imagination, mais ça n'a pas empêché Nicole de bien comprendre ce que Pascal était en train de dire. Et il s'en sert lui-même dans un petit texte qu'il publie l'année d'après, la première édition des Pensées, où il dit « Outre les liens spirituels qui les unissent entre eux, ils sont encore, il parle des hommes évidemment, attachés par une infinité de petites cordes toutes humaines, plan d'immanence, dont ils ne s'aperçoivent pas, voilement des rapports de force, et qui consistent dans l'estime et dans l'affection, positivité des constructions sociales et des formes d'expérience concrètes des uns et des autres, et dans les petites consolations qu'ils reçoivent du commerce qu'ils ont entre eux. Et la fermeté de leur union ne dépend pas seulement de ces liens spirituels, mais aussi de ces autres cordes humaines qui la conservent. Donc on voit très très bien la double orientation qu'on avait autour du trait tout à l'heure, Nicole, évidemment, a parfaitement compris ce que Pascal était en train de proposer. Il le remodèle de manière un petit peu plus gentillette à sa manière, et ça passe un peu plus facilement, mais c'est exactement le même type de mouvement.
Mais que Pascal ait introduit la notion de corde, justement, plutôt que de lien, me paraît ici, d'un point de vue là d'une poéticité des formes conceptuelles, extrêmement intéressante. C'est pas exactement la même chose de dire lien que corde, ni la même chose évidemment que de dire corde que fer, menottes ou cep, etc. Et il y a tout un enjeu ici où on pourrait à ce moment-là essayer, j'imagine, de pouvoir saisir les enjeux dans un certain imaginaire social, si on veut utiliser le concept, pour cette préférence, en tout cas cette articulation qu'il essaye de proposer, de corde plutôt que de lien au sens plus neutre comme tel. Alors j'espère que les petites cordes vocales que j'ai essayé de tisser vous auront attaché suffisamment pour que maintenant nous puissions les détacher et passer aux questions. Et on découvre le